Nous sommes en train de parler sur l'histoire du Congo à partir de 1800 jusqu'à nos jours. Nous avions présenté la première partie où nous parlions comment la RDC est la solution du monde. Nous avions montré les grands leaders politiques et nous avions parlé de la situation économique, comment les hommes se sont enrichis grâce à la RDC. Nous avions dit que le roi Léopold II avait des ambitions qui étaient au-delà de ses capacités, de ses richesses. Malgré ses richesses, mais il avait des capacités. Sur le plan des entreprises, à son époque, Carl Benz qui avait inventé les véhicules et John Bullock qui avait aussi inventé les pneus à partir du caoutchouc. Et les colons, lorsqu'ils ont expérimenté cette culture en RDC, la culture a été promoteuse et lorsque les industriels européens en avaient ce besoin, ils ont trouvé la solution en RDC. Et nous devions expliquer la population comment les choses ont évolué. Les Européens ont dans leur tête des choses où trouver la matière première, mais aussi où trouver la main d'œuvre. Et lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé cela en RDC. La deuxième chose, nous avons expliqué pendant la Première Guerre mondiale, la RDC a été la solution toujours. C'était de 1914 à 1918. Lorsque on se battait, on avait besoin de médicaments pour lutter contre la malaria. Et pendant cette période-là, la quinine fabriquée au niveau, qui était plantée au niveau du Nord Kivu, la Pharmakina, qui avait son usine au niveau de Bukavu, a fourni cette matière première en Europe. Mais à part cela, de vivre la nourriture comme le riz, comme le maïs, comme le maïs et d'autres matières premières ont été fournies en Europe pour répondre aux besoins alimentaires. Mais à part cela, les cultures des rentes comme le VA, le cacao, le café et d'autres matières premières qui étaient produites en RDC, ils sont partis en Europe. Et vous devez savoir, nous étions toujours la solution. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la solution a été toujours en RDC. Parce que l'uranium qui a été vendu par la Belgique aux Américains, c'est toujours la RDC qui a produit cette matière première. La question c'est de savoir comment d'autres gens parviennent à devenir des milliardaires, des richissimes grâce à la RDC. Mais nous, la population qui vivons en RDC, nous sommes toujours pauvres, nous vivons en dessous de 2 dollars par jour, comme l'explique les rapports des Nations Unies. Et nous avions demandé l'indépendance, c'était en 1960. Vous devez savoir que dans cette période, il y avait Lumumba qui avait demandé l'indépendance, mais lorsqu'il a demandé l'indépendance, ce n'était pas le bienvenu. Parce que les Belges qui avaient investi en RDC, dans les routes, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les industries de transformation minière et agricole, ils n'étaient pas contents de laisser tout cet investissement
pour rien. Parce que d'après l'histoire, on nous montre que la Belgique avait investi plus de 170 milliards de dollars en RDC, sans compter d'autres investisseurs américains, suédois, italiens qui ont investi en RDC. Parce que vous devez savoir que la RDC était où le libre-échange, le libre de commerce, tout le monde devait y pratiquer le commerce. Et du peu de vie entreprise, les grands investisseurs, et ils avaient besoin qu'on puisse garantir que leur argent ne puisse se perdre. C'est pourquoi il y avait la division entre les Belges qui prônaient l'unitarisme et d'autres qui étaient pour la sécession. Pendant cette période, la RDC a été divisée en 4 parties, avec Kasavubu à l'ouest et dans la province orientale, Antoine Kizenga qui était le représentant de Lumumba, avec les Kasai Albert Kalonji, mais aussi Moïse Tshombe qui était au sud et qui réclamait la sécession katangaise. Vous devez savoir que Moïse Tshombe était aidé par les Belges qui ne voulaient pas que leur investissement soit perdu. Alors c'est pourquoi on l'a aidé du point de vue militaire et du point de vue diplomatique. Mais vous devez savoir que les Américains, ils n'étaient pas pour la sécession katangaise. C'est pourquoi l'ONU a intervenu. Et comme vous le savez, l'ONU c'est une organisation très puissante, il a marqué l'influence. Finalement, ceux qui étaient partisans de la sécession, ils ont cédé. Et le Congo n'a pas été, le Katanga n'a pas fait la sécession. Mais vous devez savoir du point de vue politique, Joseph Kasavubu et Moïse Tshombe se battaient pour la présidence, pour celui qui va gouverner le Congo. Mais malheureusement, avec cette incompréhension, cette manque d'unité du point de vue des Congolais, le président Joseph Mobutu, c'est ce que Ngondo Azabango, il les a investis et il a dirigé la RDC pendant 32 ans. Le président Mobutu, lui, avait garanti qu'il va protéger les industriels américains, les industriels belges, les industriels et toute personne qui pouvait venir investir en RDC. Mais lui aussi, il a été animé par l'esprit de l'authenticité en 1973, avec le retour à l'authenticité, avec la tyrannisation, avec la rétrocession, notre pays a tombé dans le chaos. Parce que Mobutu voulait développer les entrepreneurs congolais, avoir de grands entrepreneurs congolais. Mais le grand problème avec la tyrannisation, nous ne savions pas comment diriger l'entreprise et comment trouver le financement. Et ceux qui avaient fait les relais, ils sont profités eux-mêmes, ils ont bouffé tout ce qui était dans le dépôt, ils ont vendu les tracteurs, ils ont profité pour leur cause, non pas dans le but de faire progresser le capital, les capitaux étrangers. Alors, comme vous le savez, ça n'a pas été facile. Nous avions décidé de grands investisseurs. Et c'est pourquoi, en 1990, on a décidé, les pays, le président Mobutu, il a été incapable de payer les fonctionnaires, de payer les militaires. Et au Congo, il y a eu un grand pillage
que nul ne pouvait imaginer à cette époque-là. Finalement, avec la maladie, le président Mobutu n'était pas capable de diriger tout le Congo. Alors, il a perdu la confiance des grands investisseurs, même de la communauté internationale. Nous n'avons pas été aidés à cette époque. Et il y a eu la guerre de 1994, de 1998 jusqu'à 2001. La RDC a perdu la confiance des grands investisseurs. Alors, vous devez savoir que du point de vue économique, l'État n'était pas capable de contrôler toute la production agricole, minière, parce que si vous quittez de l'Est à l'Ouest, il n'y a pas de route praticable. Il n'y a pas de route praticable pour que le commerce soit florissant. C'est pourquoi vous allez comprendre que les grands commerçants de l'Est se sont ralliés aux pays britanniques pour faire le commerce, pour que leurs produits soient acheminés vers l'océan Indien. Alors que dans la vision des Belges, il fallait que nos matières premières puissent sortir par les ports de Matadi, de Boma, comme les ports que nous avons en RDC. Et comme on n'avait pas le contrôle de tout du point de vue économique, il y a eu des contrebandes qui se sont développées et cela même jusqu'aujourd'hui. Alors, comme les grands investisseurs, comme on n'avait plus besoin de Mobutu, il fallait qu'on puisse les remplacer. C'est pourquoi l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi se sont mis ensemble pour venir en RDC. Et le président Mobutu a été chassé. Mais sur le plan de changer le président Mobutu, lorsqu'ils sont venus ici en RDC, ils ont trouvé de grandes richesses ici en RDC. C'est pourquoi vous pouvez lire dans l'histoire, les Rwandais et les Ougandais se sont bâtis au niveau de Kisangani parce qu'ils voulaient contrôler les matières premières, la papaïne, les diamants, l'or et tous les matières rares qu'on pouvait trouver en RDC. Alors, on a tiré le président Laurent Désiré Kabila. Il a été remplacé par son fils qui a dirigé pendant 18 ans. Et pendant cette période-là, le président aussi, il y avait beaucoup de groupes armés qui se sont envahis au niveau de l'Est. Ils ont fait le commerce illicite de l'or. Ils ont fait le commerce illicite de l'or, de diamants, du coltan. Et jusqu'à même en 2010, les Nations Unies nous ont mis l'embargo de ne pas acheter les minerais de sang. Et malgré cet embargo, il y a toujours des multinationaux qui en profitent lorsque nous sommes divisés, lorsque nous avons la guerre chez nous. Alors, il y avait RCD, il y avait CNDP, M23-1 et M23-D. Et jusqu'aujourd'hui, avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi, le Congo ne s'est pas toujours relevé. Il y a toujours des bandes armées, il y a toujours l'économie qui n'est pas contrôlée entièrement par l'État. Alors, c'est comme ça que vous devez connaître l'histoire. Il y a les intérêts politiques et les intérêts économiques. Et lorsque nous ne sommes pas unis, c'est lorsque nous en profitons. Alors que nous avons de grands potentiels agricoles, halieutiques, minières, nous avons de grandes forêts, nous avons des parcs, mais nous ne savons pas les exploiter à cause de la guerre. Vous devez savoir que
l'exploitation minière a asphyxié d'autres potentiels. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer la jeunesse pour voir comment nous pouvons éventrer les bois pour que nous tous ensemble nous puissions aller et que nous puissions développer les potentiels que nous devons avoir. Sur l'histoire que nous venons de vous dire, vous devez vous rappeler de 3 choses. Lorsque nous ne sommes pas unis, les autres en profitent. Nous devons nous unir, nous devons nous dire la vérité, parce qu'on reproche Kinshasa et il amasse de l'argent sans à contrepartie faire quelque chose le retour. Le paiement des ressources humaines, c'est la plus grande chose que nous devons développer. Parce que vendre creux n'a pas d'oreille. Quelqu'un qui ne mange pas, même si vous lui dites n'importe quoi, il ne peut pas comprendre. Il va se mêler dans les rébellions, dans la contrebande pour chercher comment survivre. Vous devez savoir que nous avons un Congo, un pays à construire, mais nous n'avons pas un pays ou une ressource à piller. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse à prendre conscience de ne pas nous diviser, mais de voir comment nous pouvons transformer le potentiel de notre pays en argent. Ensemble, nous allons quitter la situation de $2 par jour à $10 par jour. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire où nous allons parler davantage.